Elles ont hanté les océans pendant des millénaires, des marins perdus, des chants envoûtants et des créatures mi-femmes, mi-monstres qui séduisent et détruisent. Mais si je te disais que ces histoires ne sont pas que des mythes, Christophe Colomb lui-même a affirmé les avoir vues, et si derrière la légende se cachait une part de vérité. Aujourd'hui, on plonge dans les abysses pour révéler la véritable histoire des sirènes, et crois-moi, tu ne verras plus les océans de la même manière. Les sirènes telles que nous les imaginons aujourd'hui sont des créatures à mi-chemin entre la femme et le poisson. Pourtant, leurs premières représentations sont bien différentes de cette image. Pour comprendre l'évolution du mythe, il est essentiel de revenir à leurs origines dans la mythologie grecque. Dans la Grèce antique, les sirènes faisaient partie de nombreuses créatures mythologiques, peuplant le récit des dieux, des héros et des monstres. Le terme grec pour désigner les sirènes, c'est sérène. Elles sont décrites comme des êtres hybrides, avec un corps mi-femme et mi-oiseau. Elles n'étaient donc pas liées à l'eau, mais aux airs. Elles symbolisaient la séduction et le danger à travers leur voix et leur chant. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'était pas grâce à leur apparence physique. Ces sirènes habitaient des îles isolées, souvent proches des falaises et des récifs, ce qui renforce leur association avec les périls de la navigation. Leur rôle principal était d'attirer les marins avec leur chant enchanteur. Elles promettaient des révélations profondes et une connaissance infinie, captivant l'esprit de ceux qui les écoutaient. Fascinés par leur voix, les marins perdaient la maîtrise de leur navire, finissant par s'échouer sur les côtes rocailleuses où les sirènes les attendaient. Le plus ancien et le plus célèbre des récits à mentionner l'arrivée des sirènes est celui d'Homère. Attendez une minute, attendez. Quoi? Non, pas du tout. Moi, je parlais vraiment pas de celui-là. Là. Moi, je parlais de celui dans l'Odyssée. Celui qui a rédigé au 8e siècle avant notre ère ce poème épique d'Ulysse, roi d'Ithaque qui tente de rentrer chez lui après la guerre de Troie. Lors de ce périple, Ulysse et son équipage passent près des îles des sirènes. Mais ils sont avertis du danger par la magicienne Circé. Circé informe Ulysse que quiconque entendra les chants des sirènes sera irrésistiblement attiré vers elle, perdant ainsi sa vie. Elle propose à Ulysse de boucher les oreilles de ses marins avec de la cire pour qu'il ne soit pas tenté. Mais curieux de nature, Ulysse désire entendre lui-même ses chants ensorcelants. Il demande donc à ses hommes de l'attacher solidement au mât du navire et leur ordonne de ne pas le détacher, peu importe ses supplications. Le plan fonctionne, Ulysse est envahi par le désir de rejoindre les sirènes lorsqu'il entend leurs chants, mais incapable de se libérer, il survit donc à leur emprise. Je sais pas si c'est être courageux ou si c'est complètement être stupide. Et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien c'est parce que ce passage de l'Odyssée est complètement fondamental pour comprendre la représentation antique des sirènes, et contrairement à l'image populaire actuelle, elles ne sont pas simplement des créatures séduisantes à l'apparence parfaite. Elles symbolisent une forme de connaissance interdite et de tentation intellectuelle. Elles ne cherchent pas à séduire physiquement les hommes, mais à capturer leurs esprits et leur volonté par la promesse de savoir caché. Ce n'est pas l'apparence des sirènes qui pousse le marin à leur perte, mais leur voix qui touche directement leurs âmes. Dans certaines traditions grecques, les sirènes étaient considérées comme les filles d'un dieu fleuve, Archélos, et également de la muse Calliope, et d'une autre muse selon les versions. Alors ce lien avec les muses est important, car les muses étaient les déesses inspiratrices des arts et de la connaissance. Les sirènes, en tant que descendantes de ces divinités, héritent donc de ce rôle ambigu. Elles sont à la fois des figures de savoir et de perte. Les sirènes étaient autrefois des compagnes de Perséphone, la déesse des enfers. Lors de l'enlèvement de Perséphone par Hadès, elles auraient été transformées en créatures hybrides, mi-femme, mi-oiseau,
pour les punir de ne pas avoir pu empêcher l'enlèvement. Et cette transformation symbolique renforce leur rôle tragique dans la mythologie. Elles sont des figures liées à l'impuissance et à la souffrance, condamnées à errer à jamais entre la vie et la mort, entre la terre et le ciel. Dans l'imaginaire grec, les sirènes sont devenues un symbole du danger inhérent à la curiosité et au désir de connaissance. Et en écoutant leurs chants, les marins étaient tentés de s'écarter de leur chemin, oubliant leur mission première, survivre et rentrer chez eux. Cette métaphore est récurrente dans les mythes antiques, où le désir de savoir conduit souvent à la perte ou au malheur. À l'image de Prométhée, puni pour avoir donné le feu aux hommes, ou de Pandore, dont la curiosité libère les maux sur le monde. Mais ce n'est pas un hasard si les sirènes sont souvent décrites dans les récits des marins. La mer dans la mythologie représente l'inconnu, l'infini et les dangers qui échappent au contrôle des hommes. Les sirènes incarnent cette peur de l'inconnu et de la perte de soi dans les méandres du savoir interdit. Et ce n'est que au fil des siècles que l'image des sirènes a commencé à évoluer, en particulier sous l'influence des peuples maritimes du Moyen-Âge. En effet, dans l'iconographie de la Grèce antique, les sirènes étaient représentées avec des corps d'oiseaux, comme je vous le disais, et des visages féminins, souvent avec des instruments de musique comme des lyres ou des flûtes, symbole de leur talent pour l'art du chant. Et cela changera plus tard, vous verrez. Cependant, durant l'époque hellénistique, qui est une période de l'histoire antique, où des dynasties gréco-macédoniennes ont dominé l'Égypte, les Perses, la Mésopotamie et Phénicie. Non, j'ai pas dit Félicie, j'ai dit Phénicie. Bref, pour mieux situer le contexte où ça se passe, c'est à la mort de Alexandre le Grand en -323 avant Jésus-Christ, jusqu'à la défaite de Cléopâtre en -31 avant Jésus-Christ, et de mettre fin à l'époque hellénistique. Mais là, je crois que je m'éloigne un peu trop du sujet. Ouais, c'est pas faux. Donc, à cette époque, on les voit perdre progressivement leurs ailes et adopter une apparence plus humaine, bien que le changement en femme-poisson n'intervienne que à partir du Moyen-Âge. Ce glissement sémantique reflète leur transformation, elles passent de figures de tentation intellectuelle à des symboles de séduction charnelle. Dans l'art et la littérature romaine, elles conservent encore des traits de femmes-oiseaux. Par exemple, dans le célèbre poème épique d'Apulée, les Métamorphoses, également connues sous le nom de l'âne d'or, les sirènes sont toujours décrites comme des êtres à plumes. Au cours des siècles, l'image des sirènes change de manière radicale. Si dans la Grèce antique, elles étaient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, associées aux airs et à la tentation intellectuelle, leur représentation subit une transformation marquante durant le Moyen-Âge. Et c'est à cette époque qu'elles deviennent les sirènes que nous connaissons aujourd'hui. Des êtres mi-femmes, mi-poissons, dont leur beauté physique et leur séduction charnelle sont au cœur de leur pouvoir. Mais je vous vois venir avec cette évolution qui n'est pas anodine et qui est intimement liée à plusieurs facteurs. Ah, il n'y a pas de courrier pour vous. On veut bien quelque chose à boire. Et le premier changement est religieux, avec l'essor du christianisme. Puis en second, les récits marins circulant en Europe et également l'influence nordique et celtique. L'Europe médiévale est alors imprégnée d'un climat spirituel où chaque créature surnaturelle est réinterprétée à la lumière de la religion chrétienne. Et les sirènes n'en font pas exception. Et il faut dire que l'influence du christianisme joue carrément un rôle fondamental dans la transformation des sirènes. À l'époque médiévale, déjà, la mer est perçue comme un lieu de chaos, là où le diable et ses serviteurs rôdent. Et je vous parle pas des profondeurs qui à l'époque étaient considérées comme le mal absolu. Alors du coup, les créatures marines deviennent très vite maléfiques, ou alors carrément symboles du péché et de la tentation. Les sirènes, avec leur capacité à séduire les hommes et à les éloigner de leur chemin, deviennent des allégories de la luxure, et un des 7 péchés capitaux dans la théologie chrétienne. Elle les séduit par son corps pour les faire tomber dans le péché, puis les précipite vers la mort. Dans les bestiaires médiévaux, les sirènes sont décrites et elles attirent les hommes par leur beauté extérieure tout en cachant leur côté maléfique. Ces bestiaires les représentent souvent avec un miroir et un peigne, 2 symboles de vanité et de tentation sexuelle. De nos jours, peut-être qu'elles auraient un smartphone dans les mains et une puff dans l'autre.
L'un des bestiaires les plus célèbres, le bestiaire de Philippe de Thaon, rédigé vers 1121, décrit la sirène comme suit. Elle possède un corps de femme jusqu'à la taille et celui d'un poisson jusqu'à la queue. Elle chante de manière si envoûtante qu'elle attire les marins, ils oublient leur devoir et périssent. Cette symbolique est renforcée par l'art médiéval. On trouve souvent des représentations de sirènes sculptées dans les églises ou sur les façades de cathédrales, rappelant aux fidèles les dangers de la séduction et de la tentation. Et le problème aussi, c'est qu'à cette époque, les échanges maritimes sont en plein essor. Et les marins sont très superstitieux. Ils racontent avoir vu de nombreuses créatures terrifiantes durant leur voyage en haute mer. Et ces récits, bien que souvent exagérés, se diffusent rapidement grâce aux nouvelles routes commerciales. Ils contribuent à faire évoluer l'image des sirènes, qui passent de créatures célestes associées aux airs à des créatures aquatiques liées aux dangers de la mer. En effet, les marins revenaient souvent de longs voyages en mer avec des histoires de créatures humanoïdes aux formes séduisantes, aperçues de loin sur des rochers ou nageant à la surface de l'eau. C'est donc à cette époque que la transformation physique des sirènes s'opère véritablement. L'image de la femme oiseau antique cède sa place à la femme poisson. En tout cas, cela a beaucoup influencé, et prenons en exemple la mythologie slave, où on rencontre les Rusalki, des esprits d'eau qui séduisent et noient les hommes imprudents. Mais aussi en Allemagne, les Nyx ou Nixie sont des créatures d'eau douce souvent présentées comme dangereuses, attirant les humains pour les faire disparaître dans les lacs. Et en France, nous avons la légende de Mélusine, une femme serpent ou poisson qui fait partie des récits les plus populaires du Moyen-Âge, mais je vous en ferai une vidéo si cela vous intéresse, du coup dites-le moi en commentaire. Et c'est aussi le bon moment pour vous dire que vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Je suis également aussi sur Instagram, vous pouvez venir me rejoindre où j'y poste régulièrement des messages ou des photos personnelles, ça peut toujours être intéressant et on peut surtout discuter ensemble. Je voudrais mettre en place aussi un système de pub, s'entraider entre nous si vous êtes un artiste, créateur de contenu en tout genre, une petite société ou quoi que ce soit d'autre. J'aimerais pouvoir vous accorder un petit moment sur la chaîne et partager vos talents. Du coup, vous avez mon adresse mail en description et si un jour ça nécessite l'envoi d'un objet, je mettrai en place un système. Donc du coup, je vous attends soit par Insta, soit par mail. Voilà, je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Au XVe siècle, avec les grandes découvertes, les récits des marins affirmant avoir vu des sirènes se multiplient, et l'un des plus célèbres explorateurs à rapporter une rencontre avec des sirènes n'est autre que Christophe Colomb. En 1493, alors qu'il navigue près de Haïti, il affirme avoir vu 3 sirènes. Toutefois, il note qu'elles étaient moins belles que ce que l'on raconte. Pas de chance. Il est fort probable que Colomb ait en fait aperçu des lamantins ou des dugongs, des mammifères marins au corps arrondi qui, vus de loin, peuvent rappeler des créatures humanoïdes. Et si un explorateur aussi renommé que lui a pu se tromper, je vous parle pas des simples marins. Mais attention tout de même au cliché du marin décérébré. Pour naviguer, il fallait quand même un sacré niveau d'expertise et de savoir-faire, allant de la navigation, compréhension du vent, des étoiles, courant marin et j'en passe. Une vie à bord où il fallait entretenir le bateau, réparer les voiles pour faire face aux tempêtes. Ces hommes n'étaient pas nécessairement instruits au sens académique, mais ils possédaient quand même une intelligence pratique qui leur permettait de naviguer quand même en toute sécurité à travers les dangers des océans. Il est vrai qu'ils consommaient beaucoup d'alcool, mais seulement parce que l'eau durant de longs voyages était très souvent contaminée. L'eau était contaminée par des algues ou des bactéries, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'alcool dans le bateau pour pouvoir justement désinfecter l'eau. Bon, elle est un petit peu bonne quand même l'excuse, mais en gros ils mélangeaient l'alcool avec l'eau pour pouvoir mieux la boire. Puis au XVIIe siècle, la marine anglaise a eu l'idée d'introduire le rhum. Et celle-là, elle n'était pas mélangée avec de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. En bref, ils étaient loin d'être limités niveau intelligence, et les récits avec des rencontres de sirènes doivent être replacés dans le contexte, où des phénomènes naturels pouvaient également être mal interprétés. Amplifiés par l'isolement, la fatigue et parfois même l'alcool, comme je vous disais, et prenant aussi en considération que à l'époque, les lunettes, c'était pas ce qu'on avait aujourd'hui. C'était surtout réservé aux personnes riches. Et elles étaient quand même beaucoup plus primitives que ce qu'on en a maintenant.
En se penchant sur l'histoire des sirènes, il est naturel de se poser la question: ont-elles réellement existé? Malgré la fascination qu'elles suscitent, la science moderne est catégorique. Il n'existe aucune preuve tangible de l'existence de créatures mi-humaines, mi-poissons. Les observations de sirènes souvent rapportées par des marins fatigués ou alors dans des conditions difficiles en mer peuvent être attribuées à des malentendus ou à des interprétations erronées de phénomènes naturels qui étaient encore inconnus pour certains à l'époque et qui le sont toujours encore pour nous maintenant. Au XVIe siècle, des figures telles que le naturaliste Konrad Gessner et d'autres chercheurs ont commencé à enquêter sur ces observations, concluant que les créatures marines mystérieuses observées par les marins, c'était souvent des animaux connus mais vraiment mal identifiés. Et il faut prendre aussi en compte dans les conditions en mer de mauvaise visibilité. Au fur et à mesure que les connaissances scientifiques progressaient, les théories sur les existences des sirènes perdaient de leur crédibilité. Le 19e siècle marque un tournant dans l'évolution de l'image des sirènes, notamment avec l'émergence du romantisme. L'exemple le plus marquant est sans doute Hans Christian Andersen et son conte La Petite Sirène, publié en 1837. Mais attention, ce récit, ce n'est pas celui que vous connaissez. Bien qu'il soit tragique, il donne une nouvelle profondeur émotionnelle à la figure de la sirène. Ce n'est plus simplement une créature maléfique ou séductrice. Andersen la transforme en une âme innocente en quête d'amour et d'humanité, prête à sacrifier sa propre voix et son identité pour rejoindre le monde des hommes. Et sa fin a rien à voir avec l'histoire que nous connaissons tous. Au XXe siècle, les sirènes trouvent une nouvelle vie à travers le cinéma et la télévision. Des films comme Splash, sorti en 1984, ou alors la version animée de La Petite Sirène de Disney, qui est sortie elle en 1989, qui est une adaptation de l'histoire de Andersen, où ils ont ancré cette image plus romantique et douce dans la culture populaire. Alors les sirènes, mythe ou réalité, même si aucune preuve scientifique vient étayer l'existence des sirènes, leur pouvoir reste incontestable. À travers les âges, elles ont incarné le savoir inatteignable, le danger mortel, la quête impossible d'un autre monde, et aujourd'hui encore, elles peuplent nos histoires, nos films et nos rêves, prouvant qu'un bon mythe peut survivre à l'épreuve du temps, même à celle de la science. Les sirènes ne sont pas simplement des créatures d'un autre monde, elles font partie du nôtre. Qu'elles soient nées de l'illusion de marins complètement épuisés ou des créations de notre imagination collective, une chose est sûre, elles continueront de nager dans les eaux troubles de notre inconscient pendant encore bien longtemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue à faire. En ce moment, je mets un peu plus de temps parce que j'essaye forcément d'améliorer les vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!